Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un zoom nutritionnel sur un thème qui est le crossfit et le végétarisme pour voir un petit peu leur compatibilité. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Mercuso, infirmière diplômée d'État et je suis spécialisée en nutrition fonctionnelle, donc une nutrition très holistique on va dire. Donc c'est parti pour le thème du jour. Donc déjà en CrossFit, on parle souvent aussi de pyramide quand on présente un petit peu le CrossFit en formation ou même à notre clientèle. On explique toujours que c'est un sport qui demande plusieurs compétences physiques, notamment il y a du cardio dedans, il y a de la gym, il y a de l'haltérophilie, tout ça, ça va faire un sport en lui-même qu'on appelle le CrossFit, mais la base de cette pyramide reste la nutrition. Moi j'aime bien aller un petit peu plus loin encore que cette pyramide et AEW. Ce qu'on s'attarde beaucoup à faire avec Andy et nos collaborateurs, c'est de travailler sur 4 piliers fondamentaux. Donc bien sûr, il y a le sport, le mouvement, que ce soit du cardio, de la gym, du crossfit, tout mélangé, etc. C'est très très important, mais c'est indissociable de ces 4 autres piliers. C'est pareil, la nutrition à elle seule, elle va faire beaucoup, on va dire de miracles. Elle va vous améliorer énormément votre santé quand c'est une nutrition adaptée. Mais à elle seule, elle ne peut pas tout faire non plus. On a besoin d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur. Si vous ne dormez pas bien la nuit, ça sera déjà bien de faire du sport et d'avoir de la nutrition, mais il y aura toujours des petits piliers, des petites choses qui vont être perturbées dans votre quotidien. Vous allez avoir des petits symptômes, de la symptomatologie qui peuvent éventuellement développer sur certaines maladies, certaines problématiques. Et sans oublier le mindset. Déjà votre motivation, mais aussi tout ce qui va être en lien avec les troubles de l'humeur, etc. Tout le psychisme, c'est vraiment indissociable ces 4-là. Et nous, ce qu'on aime vraiment faire à AEW, c'est travailler sur ces 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est vous, ils vous sont propres. Et que vous soyez crossfitter, amateur, professionnel, compétiteur ou autre, ça ne changera pas. Nous, on vous considère vraiment comme un humain et on va travailler sur ces 4 piliers. Et c'est pareil, si vous êtes végétarien, omnivore, paléo, vegan, etc., ça ne changera pas qu'il faudra qu'on considère ces 4 piliers chez vous tout de même. Ça, on ne peut pas le changer. Donc là, je vais vous présenter l'alimentation et le crossfit. Quelles sont les grandes clés déjà avant de vous lancer dans n'importe quel programme, quelle diète ou autre, quelles sont les grandes clés qui doivent être compatibles entre le crossfit et l'alimentation. Déjà, votre alimentation doit être stabilisatrice de glycémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre taux de glucose, votre taux de sucre dans le sang doit être le plus stable possible tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Il ne doit pas faire des montagnes russes, je vais vous expliquer ça après. Mais si vous n'avez pas une glycémie qui est stable, vous n'allez pas avoir un entraînement de qualité, une récupération de qualité, vous allez être plus fatigué, plus enclin à vous blesser, moins enclin à perdre du poids si vous cherchez à en perdre, moins enclin à prendre du muscle si vous cherchez à en prendre. Donc tout ça, peu importe votre objectif, cette glycémie doit être stable. Deuxième point, ça va être adapté à votre niveau d'activité physique. Une personne qui fait 1 à 2 séances par semaine ne va pas avoir la même alimentation que quelqu'un qui en fait 5, 6, 7. Forcément, plus on fait d'activité physique, plus l'alimentation doit être restauratrice pour que vous puissiez bien récupérer derrière et certainement un petit peu plus, on va dire, augmenter en termes de qualité et de quantité. Adapté à votre objectif, comme je vous ai dit, que vous soyez en recherche de performance, de meilleure santé ou de perte de graisse, c'est pas la même chose. On n'alimente pas les personnes de la même façon. Un compétiteur ne doit pas forcément avoir la même alimentation qu'une personne qui cherche à perdre de la masse grasse. Tout comme doit être adapté à votre composition corporelle. Votre composition corporelle, c'est votre masse grasse, masse musculaire, masse maigre, hydratation, etc. Vous avez beau avoir le même poids, le même âge et le même sexe que votre voisin, il n'aura pas forcément la même composition corporelle que vous. Ça, elle vous est propre et c'est un paramètre qui est super important pour déterminer déjà vos taux de protéines sur la journée, mais également un petit peu votre alimentation en général. Donc ça, elle doit vraiment être à tout prix dans tous les programmes que vous faites, être analysé. Adapté à votre durée d'entraînement et à son intensité. Si vous faites des entraînements très courts et très intenses, on ne s'alimente pas de la même façon que quand, par exemple, on va faire un entraînement un peu plus endurance ou trail, où ça va être beaucoup plus long. Il y a vraiment une alimentation qui doit être adaptée. Et dans le crossfit, on peut avoir des entraînements très courts et d'autres plus longs. Et il faut savoir aussi adapter son alimentation en fonction du type d'entraînement qu'on va avoir. Et si c'est vraiment, vous êtes en mode amateur, dans tous les cas, il va falloir savoir comment s'alimenter autour de vos séances de crossfit.
adapté à vos tolérances. Donc là, on ne parle pas forcément d'allergie alimentaire, mais est-ce qu'il y a des aliments que vous semblez moins digérer? Peut-être que vous êtes même intolérant à quelque chose, mais sans parler d'intolérance, on peut aussi sembler moins digérer tel aliment, se sentir moins bien derrière, avoir des présences de troubles digestifs. S'il y a troubles digestifs, souvent, il y a un petit problème au niveau intestinal, si c'est quelque chose de récurrent, dysbiose ou hyperperméabilité intestinale. Et tout ça va créer des intolérances, des inconforts digestifs avec certains aliments. Et du coup, quand on a un intestin qui est un petit peu fragile, eh ben, on a tendance à encore le fragiliser avec les séances de sport. Donc le sport, c'est très bien. Mais quand on a des petits paramètres digestifs qui sont un petit peu sensibles, eh ben, les séances peuvent augmenter cette sensibilité. Donc ça doit être adapté. On doit trouver quelque chose pour que ces intolérances diminuent. Adapté à vos valeurs et à vos modes de vie, donc que ce soit des valeurs religieuses, des valeurs plus en lien avec l'écologie, que ce soit le végétarisme, le véganisme ou plein d'autres valeurs, ça doit être adapté à vous forcément et adapté à votre niveau de stress. Moi je ne me fais pas manger les gens qui sont stressés de la même façon que des gens qui sont vraiment super cool. On doit adapter leur petit déjeuner, essayer de moduler au mieux leurs neurotransmetteurs et leur taux de cortisol pour essayer de limiter au maximum les conséquences du stress. Donc ça doit être adapté également à ça. Donc vous avez bien compris, si on résume tous les points, ça doit être adapté à vous. Donc une diète n'est pas copiable sur celle du voisin. C'est vous, vous êtes un individu unique avec tous ces paramètres-là qui vous sont propres. Donc c'est adapté à vous. Et bien sûr, le seul point qui va se regrouper, c'est qu'elle doit être stabilisatrice de glycémie, mais ça, on va développer ça juste après. En résumé, peu importe vos pratiques alimentaires, que vous soyez omnivore, que vous mangez de tout, végétarien ou végétalien, donc la différence, c'est que le végétarien ne peut pas manger de poisson ni de viande, le végétalien, lui, ne va pas manger tout ce qui provient de l'animal, donc pas non plus de produits laitiers, de fromage, ni d'œufs. Le flexitarien, qu'on entend quand même plus parler en ce moment, il faut quand même savoir que ça représente 25% de la population française, va manger de la chair animale, on va dire, plus ponctuellement. Il va s'en autoriser de temps en temps. Et la personne qui mange paléo, donc pour ceux qui ont pu déjà faire par exemple mon programme paléo, on ne mange pas tout ce qui va être issu des céréales et tout ce qui va être aussi produits laitiers très industriels. Voilà un petit peu les résumés. Donc peu importe votre pratique, que vous soyez omnivore et que vous soyez en quête de diminuer votre consommation de viande ou que vous souhaitiez simplement suivre ce Zoom pour en savoir un petit peu plus, tous les conseils que j'ai dit précédemment, dans tous les cas, s'accordent avec toutes les pratiques alimentaires. Donc maintenant, le végétarisme. On va voir s'il présente des risques particuliers, parce que c'est souvent ce que j'entends. Et il faut savoir que ça ne présente pas plus de risques qu'un omnivore qui ne mange pas équilibré. Mais il faut quand même respecter certains points. C'est vraiment indispensable. Parce que végétarisme ne veut pas dire équilibre nutritionnel. C'est pas parce qu'on supprime la viande et le poisson qu'on va manger super équilibré, super adapté à vous. Et que ça va stabiliser votre glycémie. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'un omnivore qui mange de la viande et du poisson ne présente pas de risque non plus pour sa santé. Donc on va revoir un petit peu les points qui peuvent être des erreurs, des risques, des pièges, et on va les développer un petit peu ensemble. Donc végétarisme et pièges, c'est surtout moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que y a beaucoup de personnes que je reçois qui limitent, soit qui sont en transition pour devenir végétarien, vegan, soit qui se sont déjà lancés, et je retrouve beaucoup de fois ces pièges et ces erreurs. Donc on va voir comment on va pouvoir éviter ces erreurs végétariennes les plus courantes. Donc celles que je reçois le plus, j'en ai présenté 8, et on va surtout en développer 4, qui sont les 4 premières. Pensez que le végétal veut dire sain, avoir trop de glucides, par rapport aux protéines. Donc on va voir pourquoi le végétarisme peut avoir un déséquilibre dans les glucides par rapport aux protéines et quelles sont les conséquences de ça. Pensez aussi que les apports en protéines sont simples à combler. C'est souvent une erreur que je retrouve. Et pensez que la supplémentation est inutile. Voilà un petit peu. Les autres points que je vais juste développer sur cette dia-là, sans rentrer plus dans les détails, parce que sinon je vais vous retenir 3 heures, ça va être ne pas se laisser piéger par le marketing et les fast-food veggie, bourrés de graisses, d'additifs et de graisses hydrogénées, etc. Donc je vois beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles sont se sont lancées dans leur transition ou sont déjà végétariens ou véganes, et ben se retrouvent avec des aliments ultra transformés.
Donc on va voir que végétal ne veut pas dire sain, végétal ne veut pas dire pas transformé, au contraire, le marketing l'a bien compris et vous allez voir des tas de marques très connues qui sortent beaucoup de steaks végétaux. Quand vous regardez la liste des étiquettes, la liste des ingrédients, vous prenez peur. Donc attention au fast-food veggie parce que c'est très tendance. On voit végé, veggie, vegan, les gens pensent faire vraiment, alors c'est pas encore une fois blâmer les gens, on pense bien faire en achetant, on dit bon bah c'est bien, j'ai pas acheté quelque chose de viande, j'ai diminué ma consommation de viande, mais derrière vous bouffez de l'huile de palme hydrogénée, des additifs, des nitrites, souvent aussi un excès de soja, des tas de parfois d'antinutriments qui sont absolument délétères pour vous. Une erreur aussi, manger beaucoup de produits à base de soja, donc ça je vais le développer aussi dans les apports en protéines notamment, donc c'est quelque chose qui revient, mais on aurait tendance à se dire que pour combler les apports en protéines et surtout pour pouvoir avoir une source, on va dire, de protéines plus facile dans son assiette, et bien, il y a beaucoup de produits à base de soja. C'est un aliment phare, on va dire, du végétarisme et du véganisme, et on va voir un petit peu aussi les controverses du soja. 7e point, ça va être éviter de vous lancer trop vite ou seul. Pour ceux qui débutent, peut-être qu'il y a des végétariens ou des véganes aguerris. Et pour ceux qui se lancent, évitez de faire ça tout seul dans votre coin. Parce que souvent, je retrouve beaucoup d'erreurs. Soit des personnes, alors on ne va pas parler de carence derrière, on ne vient pas carencer forcément du jour au lendemain en mangeant végétarien. Mais ça peut être de la fatigue, des troubles intestinaux, une mauvaise récupération. Il y a pas mal de choses qui vont jouer vraiment avec toutes les erreurs que j'ai citées un petit peu plus haut. Et dernier point, c'est ne pas cuisiner. Quand on devient végétarien, si on veut vraiment respecter toutes les règles que je vais vous présenter, il va falloir passer un petit peu plus de temps en cuisine pour pouvoir avoir des astuces, pour pouvoir pas avoir trop de glucides et avoir ces bons apports en protéines. Donc on va développer un petit peu tout ça, mais on ne peut pas se contenter, on va dire, de manger tout simplement très industriel et se dire c'est végétal, donc ça va être bien. C'est exactement pareil que pour les omnivores. Un omnivore qui mange ultra transformé, qui ne cuisine pas, ça va pas être une alimentation qui va être de qualité et qui va être saine. C'est les mêmes problématiques qui reviennent. Sauf que ça va être un petit peu, ces deux points-là, le point 2 et le point 3 vont être un peu plus marqués chez le végétarien. Donc c'est parti, donc végétal ne veut pas dire sain. Donc là je vous ai pris un exemple forcément assez marquant, mais c'est souvent que les gens me disent, souvent quand ils mangent à l'extérieur, des gens qui mangent plutôt on va dire quotidiennement à l'extérieur pour leur travail, vont se tourner vers quelque chose de végétal en pensant que c'est plus sain. Ça va être dans les enquêtes alimentaires que je peux faire. Sauf que quand on analyse un petit peu de plus près, on voit que là, il y a par exemple plus de graisse, il y a le double de glucides, au niveau protéines, c'est la même chose, il y a le double de sel, et la teneur en fibres, la seule chose, c'est elle qui va être augmentée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif là-dessus, ça va être la teneur en fibres. Sauf que pour que la teneur en fibres ait un impact sur la glycémie, il faudrait environ 1 gramme pour 5 grammes de glucides. Donc là, on est à 11 pour quasiment 90, donc on va dire 10 pour 90, donc les fibres ne sont pas assez, on va dire, conséquentes pour pouvoir pallier à cet excès de glucides. Ici, on va dire qu'il n'y a toujours pas assez de fibres par rapport à la teneur en glucides, mais du coup, c'est plus ou moins corrélé par rapport au taux de glucides qu'il y a ici. Là, il y a moins de fibres, mais il y a aussi moins de glucides. Donc le côté qui était positif ici va être écrasé par la teneur en sucre que contient ce burger. Et vous allez me dire, oui, mais glucides ne veut pas dire sucre, on va le développer plus tard. Si, glucide veut dire sucre, veut dire impact sur la glycémie, veut dire hyperglycémie, veut dire hypoglycémie réfractaire derrière, et veut dire montagne russe toute la journée. Vous allez me comprendre un petit peu plus loin. Et en termes de calories, celui-ci est plus calorique. Donc vous allez aussi souvent m'entendre parler que les calories ne veulent rien dire à elles seules, c'est vrai. Mais là, quand on analyse tout, il serait plus calorique, mais mieux équilibré au niveau des macronutriments, des fibres, etc., je serais ok. Mais là, c'est pas du tout le cas. Alors après, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on compare entre du végétal et du non végétal, c'est toujours dans ce cas-là, mais ça revient quand même très souvent, et c'est souvent les teneurs en glucides dans le végétal qui vont exploser, et aussi le nombre d'additifs, en fait, pour combler un petit peu le manque de viande. Aussi, si on travaille avec du soja, ça va être assez fade, donc on va mettre beaucoup d'exhausteurs de goût et d'additifs. Pour combler tout ça, en fait, ils rajoutent pas beaucoup d'ingrédients, dont du sucre et dont des additifs.
Donc les derniers chiffres, là ça date de 2020, mais la proportion d'aliments ultra transformés dans la consommation, donc là c'était française, donc c'était les véganes en premier, ensuite les végétariens, et après vous aviez les omnivores. Bon, on est quand même entre 30 et 40% d'alimentation ultra transformée, en moyenne vous voyez 36%, donc c'est quand même énorme, c'est plus du double que ce qui est recommandé. Donc c'est pour ça que vous voyez, vegan est quand même au-dessus. Attention, c'est pas parce que vous êtes vegan que vous vous retrouvez forcément ici. C'est pareil, pas parce que vous êtes omnivore que vous vous retrouvez forcément ici. Il y en a peut-être des omnivores qui vont être un petit peu plus élevés, mais voilà les moyennes qui sont quand même en France. Donc attention, végétal ne veut pas dire ça, il faut faire attention à apprendre à lire les étiquettes et à surtout passer un petit peu plus de temps en cuisine. Deuxième point qui va être très important et qui va être beaucoup développé aujourd'hui, ça va être de ne pas contrôler sa glycémie. On peut manger végétal et consommer sa glycémie, comme manger végétal et exploser sa glycémie. Qui dit exploser sa glycémie, comme cette personne ici, c'est, vous voyez, le taux de sucre dans le sang, là vous avez la base, et bien là il va y avoir un pic énorme, et ce pic va provoquer de nombreux désagréments, dont la faim, le craving, qui va demander, on va dire, des envies de sucre, des fringales récurrentes avec besoin de manger régulièrement. Ça va augmenter le tour de poids, le tour de taille, le poids, ça va provoquer de la fatigue, etc. Et ça, tout est relié à un excès, à des pics de glycémie. Alors que quand on a une glycémie beaucoup plus stable, eh ben, on ne va pas avoir ces pics-là. Et pourtant, ça va être des aliments qui peuvent être tous les deux végétales. Donc, souvent les questions, c'est pas les questions, c'est les réponses plutôt que j'ai. On va me dire, oui mais je suis végétarien mais je suis sportif, j'ai besoin de manger beaucoup de féculents parce que je suis sportif. Donc en tant que végétarien, en plus, pour combler un petit peu le manque de viande, et voilà, je vais augmenter mes féculents. Donc ça, c'est une des premières erreurs. La deuxième, c'est pour avoir de l'énergie, je dois manger des féculents avant l'effort. Donc notamment une grosse assiette de pâtes ou ce type de choses-là, parce que ça, c'est encore un mythe qui date il y a plus de 40 ans, que manger des féculents avant de faire l'effort, et ben, ça va vous provoquer de l'énergie. Je dépense tout à l'entraînement, donc j'ai pas besoin de compter. Ça revient aussi souvent. Ouais, bon, moi, la nutrition ne m'intéresse pas forcément. Je fais beaucoup de sport, donc je fais du sport pour manger, donc ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que vous avez une apparence fit et que la nutrition ne vous intéresse pas que ça n'aura pas de conséquences sur votre santé ou que ça n'en a pas déjà. Et les féculents sont des glucides lents, des sucres lents. Ça, j'entends ça très 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 souvent. C'est encore bien ancré dans la tête des gens. Ou alors, je ne mange pas de sucre. Ah non, moi je ne mange pas du tout de sucre. Et quand on fait l'enquête alimentaire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sucre. Alors souvent on entend sucre, les gens pensent à sucre blanc, sucre ajouté. Non, moi j'en consomme pas du tout. Vous allez voir que le sucre, il y en a partout. Les pâtes, c'est du sucre. Le pain, c'est du sucre. Le riz, c'est du sucre. Le quinoa, c'est du sucre. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce que la glycémie instable ? Donc là, vous avez une glycémie basale, c'est une glycémie normale. On doit être situé entre le taux le plus bas et le taux le plus haut, ici, pour être bien, pour pas avoir de fatigue, pas de faim, pas d'irritabilité, être vraiment optimal pour s'entraîner, pour travailler, pour faire votre vie au quotidien. Sauf que la plupart du temps, les gens, là c'est le début du repas, vont manger souvent trop de sucre, pas assez de fibres, pas assez de protéines, ou pas assez de gras, ou pas assez d'étroit, ce qui va provoquer un pic glycémique. Donc c'est-à-dire une grosse hyperglycémie. Et souvent, il y en a plein qui me disent « Oh, mais on ne monte pas si haut ». Je vous assure qu'on monte si haut. Quand on met des capteurs de glucose, notamment quand je peux travailler à l'hôpital ou autre, sur des gens tests, ou même des diabétiques, mais je ne parle pas que de diabétiques ici, on se retrouve avec des glycémies postprandiales très élevées. Souvent même aussi élevées que quelqu'un qui peut être diabétique. Et derrière, quelle est la conséquence ? C'est que on est quand même très bien fait. Il y a une hormone qui va arriver pour abaisser ce taux de sucre dans le sang qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone va être sécrétée de manière proportionnelle, donc autant, que la quantité de sucre qu'elle va retrouver dans le sang. Donc elle va, entre guillemets, cracher très très fort de l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, donc pour abaisser ce taux de sucre dans le sang. Sauf que ça va se faire d'une manière vertigineuse. Vous allez vous retrouver très rapidement en hypoglycémie réfractaire, donc avec une chute glycémique, ce qui va provoquer la faim, la fatigue, l'irritabilité, des troubles de l'humeur, etc. Là, derrière, vous allez avoir faim, forcément, et vous allez remanger quelque chose généralement sucré. On a tout de suite envie de sucre. Et quand on fait ça toute la journée, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Il faut savoir que quand on est dans une phase de pic glycémique, on stocke ici.
parce que l'insuline est une hormone de stockage. Donc, si éventuellement vous étiez entraîné, on a des réserves dans l'organisme de sucre, ce qu'on appelle le glycogène, on va en retrouver dans le foie et dans les muscles. Donc si vous êtes un peu dépensé, etc., on va aller combler ces réserves de glycogène qu'on avait un petit peu grignotées, on va dire. Mais la plupart du temps, on mange plus de sucre que nos réserves en ont besoin. Nos réserves, elles ne sont pas illimitées. Une fois que c'est rempli, que c'est full, on ne peut plus en mettre dedans. Donc ça va où? Eh bien, ça va dans nos triglycérides, dans nos réserves de gras, dans nos cellules adipeuses. Et ça, par contre, c'est nos limites. Donc à ce moment-là, vous allez stocker du gras. Et c'est ça qui fait prendre du poids, notamment aux gens. Sans ce phénomène de prise de poids unique, on va avoir quand même tous ces symptômes, ou au moins un, qui va être récurrent. Les fringales, la baisse d'énergie, la fatigue, donc on va parler de troubles chroniques, personne qui a tout le temps faim, toute la journée, qui a très très souvent des coups de pompe, qui a des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, il faut savoir que 30% des troubles du sommeil sont quand même reliés à des troubles de la glycémie. On a un vieillissement plus rapide, des troubles cardiovasculaires, parce que tout ça, forcément, on augmente les triglycérides. On va aussi perturber, du coup, les taux de cholestérol, notamment le HDL et le LDL, mais aussi un qu'on parle moins bien et qu'on parle quasiment pas du tout, ça va être le cholestérol oxydé. Donc, vous allez oxyder plus de cholestérol, et ça veut dire que ce cholestérol-là va rester dans vos vaisseaux et va aller boucher vos artères. Le cholestérol oxydé, c'est le plus inquiétant, le plus mauvais, on va dire, à la santé. Ça provoque aussi tout ce qui va être des troubles intestinaux, tels que les dysbioses, donc la fermentation due à un excès de mauvaises bactéries, ou même l'hyperperméabilité intestinale sur le long terme. Plus de déclin cognitif, type Alzheimer. On sait aussi, maintenant on parle beaucoup de diabète de type 3, en lien avec la maladie d'Alzheimer. Plus de symptômes de la ménopause, ça va les majorer. Et forcément, vous avez un risque de diabète de type 2 en faisant ça. Et aussi, ça majore le risque de diabète gestationnel. Tout ça provoque aussi des dérèglements hormonaux, parce que la glycémie, là, elle est en lien avec l'insuline, qui est une hormone. Et quand elle est trop sécrétée d'un coup, ça va court-circuiter d'autres cascades hormonales. Et petit à petit, quand régulièrement toutes les cascades hormonales sont perturbées, ça pose des problématiques dans l'organisme. Donc vous voyez qu'une glycémie instable, c'est pas simplement je stocke un petit peu au niveau du tour de la taille et c'est pas très grave. Vous avez toutes ces conséquences-là. Et en réglant ça, simplement, c'est très miraculeux, mais en moins d'une semaine, vous avez une diminution significative de la plupart des symptômes. Un truc très important, c'est quand même que 80% des personnes non diabétiques, donc peut-être vous et moi qui sommes en train de regarder cette vidéo, vont être susceptibles de connaître des pics de glucose. Donc un pic, c'est ce que je vous ai montré là, au cours de la journée avec des aliments qu'ils consomment peut-être tous les jours, tels que les céréales, notamment du petit déjeuner, là, qui sont des bombes à glucides, du riz ou des pâtes. Donc on est susceptible d'avoir un pic comme ça avec les aliments de tous les jours, tout ça parce qu'on mange trop de sucre, qu'on mange des aliments trop raffinés et surtout qu'on ne mange pas assez de ces trois choses-là. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles solutions on va pouvoir mettre en place pour pallier à ça, parce que comme je vous ai dit, quand on est dans les phases d'hyperglycémie, on stocke. Ici on va stocker du gras dû aux décharges d'insuline. Et quand on se retrouve dans les phases d'hypoglycémie, là on va être fatigué, déprimé, on va avoir envie de sucre et on va manger. Donc nous on va essayer de se retrouver vraiment ici. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Où est-ce qu'on va trouver les aliments qui augmentent la glycémie, ceux qui la freinent, etc. Donc chez l'omnivore, on va trouver, ce qui augmente la glycémie, c'est les sucres. Notamment les féculents, les céréales, les fruits. Oui, les fruits sont des sucres, surtout les fruits à l'heure actuelle, parce qu'ils ont été aussi un petit peu transformés, ils ont évolué avec nous, avec notre industrialisation. Et on a de plus en plus de sucre dans les fruits pour le goût, malgré qu'ils ne soient pas forcément très fameux, ceux qu'on peut retrouver dans certaines grandes surfaces, mais voilà. Et on va retrouver de moins en moins de fibres quand on les étudie dedans. Donc ils sont vraiment considérés au niveau de la glycémie, de leur impact sur l'organisme, comme un sucre, comme un dessert. Il va y avoir aussi tout ce qui va être sucre de table. Dans le sucre de table, je mets les biscuits, les gâteaux, tout ça. Ça, ce sont des sucres, mais au même titre que les féculents et les céréales. Ils vont avoir un impact sur la glycémie qui va être élevé. Ceux qui vont freiner la glycémie, ça va être les protéines et les graisses. Dans les protéines, vous allez retrouver la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le fromage, le soja, le seitan, qui va être le gluten du blé, en fait, qu'on retrouve beaucoup dans les produits végétariens, les oléagineux et tout ce qui va être graisse. Vous allez le retrouver un petit peu dans tout ce que j'ai cité là, plus les huiles.
Ce qui va freiner énormément la glycémie, c'est les fibres, je vous en ai parlé tout au début. Donc issus des fruits et des légumes, qu'ils soient crus ou cuits, tous les légumes, les fibres qu'ils contiennent vont vraiment freiner de manière extrêmement puissante votre glycémie. Donc un repas sans fibres, vous avez quasiment forcément un pic de glycémie. Si vous avez un repas qui est très riche en légumes, vous allez freiner et vous risquez de monter vraiment moins haut, voire pas du tout en fonction de la composition de votre repas. Donc plus vous avez de ça, plus ça, et moins vous avez de ça, plus ça va bien se passer, on va dire. C'est pas que vous allez plus pouvoir du tout manger de sucre, de féculents, de pâtes, de riz, de céréales. C'est simplement qu'il va falloir absolument les associer avec ces produits-là. Et un dernier point, ça va être les légumineuses. Elles sont un petit peu dans les 3 catégories. Elles contiennent des sucres, des glucides, elles contiennent aussi des protéines et elles vont contenir des fibres. Donc on peut les mettre un petit peu dans les 3 catégories. Là, quand on passe sur le modèle végétarien, on n'a plus la viande et le poisson, donc on réduit la 2e catégorie pour freiner la glycémie. Donc c'est pas que c'est incompatible, c'est pas que c'est pas possible, c'est simplement qu'il va falloir toujours accompagner ces repas par des sources de protéines, de graisses, plus de fibres. Parce qu'on a tendance à faire plus de combinaisons en mangeant par exemple riz, haricots rouges, pois chiches et semoule, faire des combinaisons pour les acides aminés, etc. Donc à augmenter cette part de céréales et de légumineuses qui contiennent pas mal de glucides, elles contiennent aussi des protéines, mais elles contiennent surtout en majorité des glucides, et ça va encore un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut encore être un peu plus vigilant quand on est végétarien, à teneur en sucre de glucides au niveau du repas, parce qu'on a tendance à avoir un petit peu trop de ça par rapport à ça tout de suite. Et pour le vegan, c'est pareil, mais sauf que cette catégorie-là va se restreindre, on va vraiment être avec des choses issus uniquement du végétal, il n'y a plus de produits laitiers, de fromage, d'œufs, etc. Donc ça limite encore le choix. On va se retourner le plus souvent vers beaucoup de choses très végétales et qui vont augmenter toujours l'impact sur la glycémie. Donc voilà un petit peu en résumé. C'est pas que c'est incompatible, c'est simplement qu'il ne faut jamais oublier d'accompagner son repas d'une source ici et ici, surtout cette source-là. Mais vous allez quand même devoir ajouter des protéines et des graisses, mais n'oubliez jamais la catégorie des fibres et ne lésinez pas sur la catégorie des fibres. Donc là, pour vous montrer un petit peu, donc on retrouve plein de sources de protéines végétales, donc là il n'y a pas de souci, vous allez retrouver des teneurs en protéines très intéressantes dans les légumineuses, là on parle pour 100 grammes cuites, ou dans les céréales. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que dans toutes ces sources de protéines végétales, vous retrouvez aussi des teneurs en glucides. Vous voyez que pour les céréales, on va de 25 à 30 grammes de glucides pour 100 grammes cuits. 100 grammes cuits, c'est entre 3 à 4 cuillères à soupe. Donc ce n'est pas non plus énorme. Donc on peut vite, très vite, exploser la glycémie, monter très haut. Donc c'est pour ça que plus vous mangez ces sources-là, plus vous devez avoir de fibres en face issues des légumes à tout prix, crus ou cuits, peu importe. Mais ne lésinez pas là-dessus pour vraiment baisser la montée de votre glycémie. Et puis bien sûr, tout ce qui va être aussi ici oléagineux notamment, va être riche en protéines, en graisses. Certains vont contenir plus de glucides que d'autres, mais ça va contenir aussi des fibres et ça va avoir tendance à baisser votre glycémie. Donc essayez aussi d'associer les fibres avec tout ce qui va être source d'oléagineux. Et comme on le dit souvent, une image vaut 1000 mots, et j'aime bien illustrer les propos notamment avec le formidable travail qu'a fait Glucose Godness, je ne sais pas si vous connaissez, avec notamment toutes ces illustrations sur la glycémie, et elle a fait des travaux fantastiques. Là, vous voyez par exemple qu'en mangeant des pâtes instantanées, vous avez un gros pic de glycémie, donc vraiment important, là vous faites une hyperglycémie, alors que quand vous rajoutez notamment des fibres, avec là une salade d'épinards et du poulet, on n'a pas l'hyperglycémie, vous vous retrouvez avec une montée de la glycémie, mais qui reste dans des normes santé. Une autre illustration avec de l'avoine et de la compote, la purée de fruits, du coulis de fruits, pic de glycémie. Pourtant l'avoine, on pourrait dire ouais c'est un aliment sain, le porridge, etc. C'est un aliment sain, mais tout seul avec encore une source de glucides qui est là pour le coup le fruit, vous provoque un pic de glycémie. Alors qu'accompagné avec une source de protéines qui est l'œuf et là de beurre ou tout simplement peut-être de beurre de cacahuète ou d'amande à côté, vous n'avez pas de pic de glycémie. Plein d'illustrations comme ça, vous avez protéines, un smoothie sans protéines et un smoothie avec protéines, donc c'est pour ça qu'attention à toutes les cures de jus, etc.
Moi, je suis absolument pas fan. Je propose parfois des smoothies dans les programmes, etc. Mais c'est pour certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés, peu d'appétit, etc. Et il y aura toujours une source de graisse dedans et une source de protéines. Un fruit isolé, un fruit avec du beurre de cacahuète, plein d'illustrations. Et une dernière que je trouvais très parlante, c'était notamment, souvent on dit que moi je mange des pâtes complètes ou du riz complet. Et c'est vrai quand on analyse ça notamment, moi je le voyais surtout en service de diabéto, l'impact sur la glycémie après le repas était vraiment moindre. Manger du riz complet ou du riz non complet, alors il y a plus de vitamines, il y a un petit peu plus de fibres dedans, mais vraiment très léger, et par rapport à ce qu'on va remarquer sur la glycémie, il n'y a pas une différence notable. Alors que si on avait rajouté notamment de la salade et une source de protéines, donc là je vous avais montré le poulet éventuellement ici, mais si vous êtes végétarien, ça peut tout à fait être des œufs, même du tofu, un steak de seitan, voilà, une source de protéines végétales que vous aimez, qui va permettre de freiner cette montée de la glycémie, mais surtout rajouter aussi des graisses et des fibres. Les fibres sont les plus importantes. Donc en résumé, comment on va faire? Ça va être déjà de commencer toujours vos repas par des fibres, comme ça c'est fait. Mangez des légumes crus ou cuits, peu importe, une poêlée de légumes, une salade, des crudités, comme ça vous avez déjà la protection par rapport à votre glycémie. Ou au pire, ajoutez-le à votre repas, mais ne les oubliez jamais ces légumes, jamais. Ajoutez des bonnes graisses à tous vos repas. Donc si vous êtes un peu perdu sur les graisses, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les zooms nutritionnels que j'ai pu consacrer là-dessus, aux graisses. Apprendre à lire les étiquettes, ou faites-vous aider pour apprendre à lire les étiquettes, parce que les industries agroalimentaires font tout pour cacher quand quelque chose n'est pas très bien, et inventer, et mettre des mots assez scientifiques, des mots qui peuvent perturber, etc., pour que vous ne compreniez pas forcément que ce sont des additifs, des choses à ajouter. Mais en clair, déjà moyen d'ingrédients, mieux c'est, et apprendre à dépister les ingrédients qu'il faut éviter, c'est vraiment primordial. Et il y a aussi la composition nutritionnelle. On hésite entre deux produits, regardez les teneurs en glucides, en protéines, en fibres qui vont être très importants, donc il faudrait limiter les teneurs en glucides et maximiser les teneurs en fibres notamment. Donc il y a pas mal de choses à apprendre quand on veut vraiment faire des meilleurs choix, parce qu'on peut être tous confrontés aussi, moi la première, à devoir acheter quelque chose qu'on a besoin de faire rapidement. Donc n'hésitez pas à vous faire aider là-dessus. Il va falloir aussi considérer les fruits comme un dessert sucré. Donc ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais n'importe quoi, comme je vous ai dit au début. Les fruits, c'est bon à la santé, il nous en faut, mais 1-2 par jour, c'est bien, 7, c'est plus bien. Et il faut savoir à quel moment on les mange. C'est préférable de les manger en dessert, en fin de repas, plutôt que notamment en collation, au plein milieu de l'après-midi, isolé. En dessert, manger après les fibres, les protéines, etc., ça ne va pas avoir d'impact. En plein milieu de la journée, ça peut avoir un impact différent sur votre glycémie, votre énergie. Donc c'est simplement, on peut en manger, c'est bien, ça vous fait plaisir, c'est bon, mais on les inclut plus en fin de repas. Et bien sûr, ne pas lésiner sur les protéines. Donc ça, on va faire une petite pause, on va s'arrêter là pour cette première partie et on va se rejoindre pour la deuxième partie sur le végétarisme et le crossfit pour voir si c'est compatible, et notamment avec une grosse partie sur les protéines et aussi sur les compléments. Donc on se retrouve tout de suite.